La journée européenne des langues a lieu chaque année le 26 septembre et ce depuis 2001. Elle a été créée par le Conseil de l'Europe, l'occasion de sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage des langues et de promouvoir la richesse culturelle de l'Europe. L'Institut des langues étrangères de l'Université de Versailles-Saint-Quentin a participé cette année à l'opération. Jacques Potier, aujourd'hui il y avait des animations du côté de Saint-Quentin et puis à Mantes également, il y a une antenne de cette université. Quel était l'objectif pour vous de participer à ce rendez-vous qui existe maintenant depuis 2001? Alors l'objectif, c'est bien entendu de faire connaître à la population et aux étudiants au premier chef, puisque ça se passe dans l'université et dans ses différentes antennes, les différentes possibilités d'activités pour approfondir les langues, obtenir des certifications en langue, partir à l'étranger, etc. Et tout ce qui a à voir avec l'international, puisqu'en fait, le nom complet de notre institut, c'est Institut des langues et des études internationales. Donc, tout à fait on complet. développe les langues et cette... Il y a quelques instants sur le plateau, nous avions un chef d'entreprise. Est-ce que les entreprises aussi se tournent vers vous pour leurs salariés? Tout à fait, puisque non seulement on les forme, on peut former leurs salariés naturellement aux langues, mais aussi à toutes les implications de la mobilité internationale et tout ce qu'implique finalement l'adaptation à des cultures différentes. C'est une des thématiques sur lesquelles on travaille aussi au niveau recherche, puisque comme on est une université, on fait de la recherche. Est-ce que justement les étudiants, ou alors les chefs d'entreprise qui envoient leurs salariés, ou qui eux-mêmes viennent se former, sont de plus en plus nombreux? C'est ce à quoi on travaille, oui. Voilà, en tout début d'émission, on disait les Français ne sont pas forcément de bons élèves, en tout cas, et voilà, il y a toujours une petite réticence. Ils ont cette réputation, oui. Et puis c'est vrai que... Est-ce que ça change? Est-ce que ça évolue? On pourrait toujours souhaiter qu'il y ait plus de cours de langue dans le secondaire, et avec des effectifs qui permettent vraiment aux élèves de s'exprimer à l'oral. On sait que le système français a tendance aussi à inhiber les élèves qui n'osent pas s'exprimer de peur d'être corrigés sur leurs fautes. Et on essaye évidemment d'avoir un autre type de pédagogie, voire aussi de revenir en fait sur des mauvais réflexes qui auraient été pris et d'encourager les élèves. C'est ça votre travail aussi, d'encourager, de changer les méthodes. Ouais. Tout à fait. Les élèves et les étudiants, puisqu'on travaille aussi avec les élèves. On fait ce qu'on appelle maintenant du -3+3, c'est-à-dire 3 ans avant le bac et 3 ans après le bac. On va regarder tout de même un chiffre, c'est le chiffre d'ailleurs de cette édition. 21,8% des élèves de primaire en Europe, c'est pas seulement en France mais en Europe, n'ont encore aucun enseignement en langues étrangères. C'est un chiffre qui s'est réduit de 10% en 5 ans, mais ça reste beaucoup, tout de même 21% dans toute l'Europe. Et au milieu de tout ça, les Français se situent plutôt bien. Et est-ce que vous sentez en tout cas un changement? Est-ce qu'en France, les pouvoirs publics, l'éducation nationale, change un petit peu ses méthodes, incite à former aux langues dès le plus jeune âge, dès l'école primaire? Disons que les efforts sont sans doute un peu inégaux. Et que ça dépend d'une académie ou d'une autre Ouais, ou ça dépend du type d'établissement et sans doute de la volonté locale, peut-être aussi du dynamisme ou de la volonté de pousser ou de soutenir des projets des académies notamment. Quelles sont les langues que l'on parle le plus souvent, pour lesquelles en tout cas on vient vous voir? Ça reste l'anglais? Je vais vous étonner. Voilà, surprenez-moi, c'est l'anglais, forcément. C'est l'anglais, et puis l'espagnol en deuxième langue nettement, et puis malheureusement pas assez l'allemand, alors que l'Allemagne est quand même notre principal partenaire économique, donc on essaye de stimuler et de susciter la poursuite de l'étude de l'allemand. Même par exemple, parmi nos étudiants qui s'inscrivent dans une licence d'anglais, on leur propose de continuer à travailler sérieusement une langue étrangère seconde. Et des langues comme les langues asiatiques, le chinois par exemple, aussi se développent? Bien sûr, oui, c'est nécessaire. Forcément. Quelle langue étrangère parlez-vous? C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Moi, je parle aucune langue étrangère. Je suis très nulle en langue. Alors moi, je parle tunisien, je parle anglais. Le tunisien, déjà, c'est ma langue maternelle et paternelle. Anglais, c'est parce que en fait, j'aime bien tout ce qui est chansons anglaises et tout ça. Donc je vais regarder les chansons et je traduis les musiques et c'est avec ça que ça rentre dans la tête. L'espagnol. Parce que je suis d'origine espagnole. J'ai essayé l'anglais, mais c'est assez difficile. Pas beaucoup. J'avais appris l'anglais à l'école, mais j'ai pas tellement continué, donc voilà, je parle pas couramment, non. Donc, même si j'ai pas pratiqué, je pense que ça reviendrait, mais bon, après, voilà, c'est une histoire, on n'ose pas trop, donc. Anglais, très bien. Un peu d'allemand, un peu d'espagnol. Et
Voilà, c'est tout. Et j'aimerais bien apprendre le chinois. J'aurais que mon fils apprenne le chinois parce que c'est la langue du futur. Enfin, en France, on n'apprend pas bien les langues. Les profs les parlent pas forcément très bien. Donc, c'est pas. Enfin, je pense qu'il y a un souci là-dessus. Il faudrait peut-être développer plus des profs étrangers qui viennent apprendre aux gamins à parler étranger plutôt que des profs français qui apprennent avec un accent pas génial. Je pense qu'avant de parler bien, apprendre à parler une langue étrangère, il faudrait déjà que les gens parlent bien français déjà. Qu'ils l'écrivent et qu'ils le parlent. Ça serait déjà très important, avant d'apprendre l'anglais, l'italien et l'allemand, enfin à mon avis. Bon, le français forcément, et puis les autres langues aussi. Jacques Potier, donc l'Institut des langues et études internationales à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, vous parlez quelle langue? L'anglais, naturellement, parce que je suis professeur d'anglais, mais l'espagnol aussi. Et vous apprenez d'autres langues, justement dans le cadre de l'Institut? Vous n'avez pas le temps, forcément. Bien sûr. Ah non, moi non, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas le temps de passer oui, mais de l'autre par contre, côté. Je sais qu'il y a une offre abondante, donc j'aimerais bien. Tout à l'heure, dans le micro-trottoir, on entendait parler également des méthodes, les méthodes d'enseignement, des professeurs qui ne sont peut-être pas assez formés. Il faudrait peut-être des professeurs étrangers qui viennent en France pour apprendre aux élèves. Quelles sont vos méthodes, par exemple? Alors, on a des méthodes très diverses et qu'on va adapter aux différents publics. C'est-à-dire que, par exemple, certains des intervieweurs là qui avaient envie de se remettre aux langues et qui avaient des mauvais souvenirs, on va les recevoir et puis les écouter et puis leur proposer un ensemble de types d'exercices ou de formations, d'expériences qui vont leur permettre de vraiment profiter de ce qu'on peut leur offrir. Ça peut être, par exemple, du travail sur des plateformes électronique, ça peut être du travail avec le classique laboratoire de langue ou vous adaptez en fonction des ateliers de conversation avec des native speakers, enfin des locuteurs natifs, puisqu'on est dans une université, on a beaucoup d'échanges internationaux, donc on a comme tuteur des étudiants de ces pays-là. Et ces étudiants étrangers, ils viennent aussi vous voir pour apprendre éventuellement déjà le français et puis sûr. voir d'autres langues. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec les langues étrangères? Les ateliers que vous avez proposés cet après-midi dans le cadre de cette journée européenne des langues étrangères, eh bien, ils étaient destinés aussi à ces étudiants étrangers. Anthony Reich et puis David Charpentier les ont rencontrés cet après-midi. Des petits grains blancs, vous savez comment ça s'appelle? Ah, vous ne connaissez pas le mot? C'est riz, du riz. R-I... Non, I. R-I-Z. Ah, la grammaire française, la hantise des enfants à l'école, ces cours qui n'en finissent pas, où l'on se dit que notre langue est trop compliquée. Mais tout le monde n'y est pas allergique. Lors de la journée européenne des langues, les étudiants étrangers s'y collent avec plaisir. Par de petits ateliers, c'est l'occasion pour eux d'apprendre de nouveaux mots. Par exemple, je ne connais pas avant, cri. Le cri. Les cris de la vache. Pour les étrangers, le plus compliqué est de faire la différence entre prononciation et transposition sur la feuille. C'est un peu difficile, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui est dur? C'est la langue française qui est compliquée? Et oui, c'est compliqué parce que si tu apprends comment tu le parles, après je dois apprendre comment je l'écris. Contrairement aux Français, les étrangers sont pleins d'enthousiasme lorsqu'il s'agit de grammaire française. Ils sont très motivés parce pour beaucoup, c'est un rêve de venir en France quelques mois. Donc, quand ils sont là, ils ont envie de tout faire pour apprendre un maximum. Il y a tous les niveaux, en fait. Il y en a qui arrivent qui ne parlent pas un mot. Et il y en a qui arrivent qui parlent très très bien français. Donc, voilà. Mais la progression, en général, est assez rapide. Certains sont plus à l'aise à l'écrit, comme les Chinois. Et inversement, les Espagnols et les Italiens, très bavards, nous ressemblent. Le CEREL, le Centre de ressources et espaces langues, ouvre ses portes le vendredi 28 septembre. Il permet l'apprentissage d'une dizaine de langues étrangères. Voilà, donc on l'a entendu, ce sera également ouvert le 28. Vous validez ce reportage, c'est très bien. Oui. Alors on va s'intéresser juste pour conclure à ces étudiants étrangers. Est-ce qu'ils apprennent plus facilement une autre langue, et notamment le français forcément? Est-ce qu'ils ont plus de facilité que les étudiants français, oui. C'est très difficile de comparer. Je voudrais juste rajouter un petit détail, c'est que le CEREL est installé dans plusieurs lieux, puisqu'on est aux trois coins du triangle des Yvelines. Oui, c'est ça. À peu près Vous êtes partout dans le département. Absolument, voilà. Donc partout dans le département. On est donc aussi à Mantes et à Versailles. Donc on a 3 CEREL. Et donc alors juste ces étudiants étrangers, est-ce qu'ils se débrouillent mieux? Est-ce qu'ils ont des facilités? Ça dépend beaucoup des étudiants. Les étudiants. C'est pas une question de culture aussi, d'apprentissage. C'est plus facile, on a moins peur de se tromper. Alors,
il y a des raisons, je dirais, techniques assez précises, c'est-à-dire que certaines langues ont des fréquences, un éventail de fréquences qui est différent à l'oral, donc ça permet une meilleure saisie de la langue orale, alors que le français est assez écrasé dans les gammes de fréquences. Donc ça, c'est une raison technique et phonétique, en quelque sorte. Et puis il y a des habitudes culturelles, c'est-à-dire que dans les pays nordiques, comme on sait généralement, les étudiants ou les jeunes, d'ailleurs les très jeunes, sont exposés aux langues étrangères très tôt, de différentes manières. D'abord parce qu'ils peuvent l'apprendre à l'école, et puis en plus de ça, par exemple, parce que beaucoup de films qui passent à la télévision ou au cinéma sont en version originale, sous-titrée. C'est une exposition extraordinaire, et ça, effectivement, on ne peut trop encourager. Alors, je fais pas de la bonne publicité pour ce que je vends, mais il y a une méthode gratuite de s'améliorer en langue, c'est déjà d'écouter les films en version originale. Voilà déjà un conseil que vous pouvez appliquer facilement chez vous. Merci Jacques Potier d'être venu sur ce plateau, directeur de l'Institut des langues et études internationales, l'Université de Versailles-Saint-Quentin, puisqu'aujourd'hui, 26 septembre, c'était la journée européenne des langues étrangères. Vous disposez d'un site internet, bien évidemment, si on veut avoir plus d'informations. On va passer à la culture à présent. Johanna Soudry va me rejoindre comme chaque mercredi, juste le temps de se rendre à Elancourt où l'on entretient le patrimoine de la ville. Les amis du passé cultivent la vigne depuis des années. Les traditionnelles vendanges, c'était le week-end dernier. Spectacle improbable en Ile-de-France, dimanche les Élancourtois ont participé aux vendanges à la ferme du Mousseau. Nous avons replanté des pieds de vigne il y a 22 ans, car il y avait autrefois plusieurs pieds de vigne, plusieurs vignobles en Ile-de-France. C'était le plus grand en France. Et puis là, c'est pour recréer un événement festif, pédagogique et ludique. La vigne est entretenue à l'année par une équipe de vignerons dont fait partie Roland Chevalier. Alors quelles sont les différentes étapes avant de pouvoir récolter? On taille au mois de février. Donc on va tailler là au mois de février cette vigne. Ensuite, dans le reste de l'année, on entretient les pieds, on bine, on aère. Bon, le raisin commence à fleurir, à être en grappe. À ce moment-là, on coupe les gourmands parce que les gourmands dépassent la vigne largement et ça plusieurs fois. Viennent ensuite les vendanges qui ont été avancées de 15 jours cette année. Parmi les vendangeurs, on retrouve des habitués comme Mélissa et ses 4 enfants qui participent depuis 3 ans à l'événement. Voilà, bravo. On trouve ça sympa de voir comment faire le jus de raisin, de rencontrer les gens du village parce qu'on est du village. Cette année, les vendangeurs ont ramassé 50 kg de raisins blancs et 150 de raisins noirs, grâce auxquels on produira environ 120 litres de vin et de jus de raisin.